Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Phineas et Ferb étant de retour, classons chaque personnage du meilleur au pire. Comme d'habitude, commençons par les personnages les plus purs du dessin animé, les gentils. En tête, la médaille de la bonté va à un ornithorynque ordinaire, ce qui pourrait surprendre car ce n'est pas le personnage principal. Ah, te voilà, Perry. Pour être honnête, le gardien du script n'a jamais expliqué pourquoi cet ornithorynque apparemment ordinaire est le plus gentil. Il a insisté pour porter un fedora, donc je vais P-I-E-R-R-A-I, l'ornithorynque. Je ne peux pas dire que j'ai su que c'était toi dès le début, car ce n'est pas vrai. Eh bien, malgré le choc initial de ce rebondissement, je ne peux pas dire que ça me surprenne de voir Perry en tête de notre liste à nouveau. C'est un mammifère altruiste et semi-aquatique, à la fois animal de compagnie adoré et agent secret héroïque. Perry passe chaque jour soit à contrecarrer le docteur Doofenshmirtz, soit à jouer le rôle de son thérapeute officieux. En gros, il fait ce que la situation exige. Il tient aux gens autour de lui, sauvant souvent des civils et même Doofé à plusieurs reprises. Même si sa double vie pourrait lui coûter des points, il est évident que Perry tient à Phineas et Ferb. Dans À travers la deuxième dimension, il révèle son identité seulement quand Doofenshmirtz menace les garçons. Mais il est vraiment bouleversé d'avoir blessé les sentiments de Phineas. Risquer la confiance de ses proches pour le bien commun montre l'altruisme de Perry. Pendant l'année scolaire, entre les saisons 4 et 5, il aurait été la seule défense contre un monstre scorpion robot géant dans le désert. Il a aussi sauvé la vie de toute la distribution principale lors de la première saison. Perry peut parfois avoir un peu de caractère, mais quand on est un héros de cette envergure, je pense qu'on a bien mérité le droit d'être un peu impertinent. Mip reçoit notre médaille d'argent du bien. Écoutez, je sais, il n'y a pas encore de choix surprenants, mais je vous jure qu'ils ne sont pas tous classés comme la dernière fois. Mip est apparu dans 3 épisodes spéciaux d'une demi-heure, jouant toujours un agent de sécurité intergalactique, protégeant les êtres mignons de ceux qui exploitent leur mignonnerie à des fins maléfiques. Cela conduit souvent à des affrontements avec son ennemi Mitch, et il sollicite fréquemment l'aide de ses amis Phineas et Ferb. Quant à la raison pour laquelle il arrive juste derrière Perry, eh bien, en dehors du fait que Perry a beaucoup plus de temps à l'écran en tant que héros, nous devons admettre que le fait que Mip recrute un groupe d'enfants, certes très doués, pour l'aider à affronter des menaces intergalactiques est un peu discutable. Je dirais normalement, c'est un dessin animé, peu importe. Mais cette vidéo m'oblige à suranalyser les intrigues de Phineas et Ferb. Au moins un petit peu. Mon Dieu, j'adore mon travail. Isabelle complète le top 3. Chef des scouts et voisine de Phineas et Ferb, Isabelle est sans doute leur alliée la plus fidèle. Elle ressemble à un mélange de barbe à papa et de licorne incarnée en petite fille. Isabelle s'entend avec tous et offre toujours son temps, ses talents et contacts au projet de Phineas et Ferb. Bien sûr, c'est en partie à cause de son énorme béguin pour le premier, mais il n'empêche qu'Isabelle aide constamment les autres sans jamais vraiment attendre quoi que ce soit en retour. Sans elle et les fileurs du feu de camp, Phineas et Ferb auraient n'a plus de difficulté à créer leurs inventions. Dans l'épisode Isabelle et le temple de la sève, on voit à quel point elle doit travailler dur pour que sa partie de l'opération fonctionne, en gardant le moral de ses troupes et même en risquant sa peau pour aider Phineas et Ferb à obtenir la sève dont ils ont besoin. Le seul défaut d'Isabelle est son côté sombre occasionnel. Cela arrive rarement, mais parfois son impatience devant l'insouciance de Phineas la rend un peu passive-agressive. Cela ne l'empêche pas de l'encourager à continuer, ce qui lui rapporte plus de points. Impossible d'oublier quand elle a menacé Buford d'un ton désinvolte pour avoir utilisé sa phrase fétiche. On en reparlera plus tard. Même Buford semblait effrayé, montrant l'obscurité sous ce nœud rose. Il faut aussi mentionner rapidement les Fireside Girls. La plupart du temps, elles font simplement ce qu'Isabella leur dit de faire. Elles sont toujours plus qu'heureuses de s'entraider et d'aider les autres, donc elles représentent une force constante de bien pour Danville. Comme vu dans l'épisode Le Seigneur des Feux de Camp, elles peuvent tout de même ne pas être d'accord. Certes, l'âge difficile de Doofenshmirtz explique cela, donc on ne leur retire pas vraiment de points, mais cela illustre bien leur potentiel de violence. Je veux dire, le simple fait de ne pas être d'accord sur une saveur de cupcake les a plongées dans une véritable guerre de factions, mais cela a aussi révélé qu'elles avaient le potentiel de former un très bon groupe de métal. Sérieusement, c'est pour quand la sortie de l'album de Gressian ? Bon, on pourra en reparler plus tard. Pour l'instant, il est temps de passer au duo principal lui-même. C'est ça, lever le rideau pour Marty le garçon lapin et son mixeur musical. Ces deux-là offrent aux braves gens parfois moralement discutables de la région des 3 États une belle musique et ils sont toujours là pour vous remonter le moral quand vous êtes déprimé. Je vais parler du successeur spirituel du mixeur musical, Ferb Fletcher. Ferb est un homme de peu de mots, mais de beaucoup d'actions et ses actions révèlent un cœur pur. Ferb est le genre de gars qui suivra ses amis dans tout ce qu'ils veulent en faire, content d'utiliser ses talents pour les aider comme il peut, sans se soucier de recevoir du crédit ou de la gloire. Mais quand Ferb prend le devant de la scène, il vole littéralement la vedette.
Dans Le Charmeur de lézard, Ferb s'attache à un caméléon nommé Steve. Quand Steve devient géant et disparaît, le groupe veut abandonner jusqu'à ce que Ferb fasse un discours passionné qui mobilise la ville. Du moins, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils devaient affronter un lézard géant. Malgré son stoïcisme, Ferb a aussi une âme douce. Il comprend mieux ses sentiments et ceux des autres que son frère. Dans la seconde moitié de L'été t'appartient, il tend un mouchoir à Isabelle et l'écoute pendant qu'elle pleure, car Phineas est bouleversé d'avoir quitté l'île. Dans l'épisode où le groupe joue aux jeux vidéo alors qu'ils sont malades et paresseux, et dans le cas de Buford, de mauvaise humeur, Ferb laisse Balger gagner pour protéger son ego, tout en insistant sur le fait qu'il ne l'a pas fait pour flatter davantage son ego. Ferb est généralement un gars sympa qui aime aider les gens malgré quelques penchants plus sombres. Dans l'épisode où les garçons réunissent Love Handle, Ferb s'apprête à menacer Bobby Fabuleux avec une masse, pensant qu'il ne viendra pas à l'anniversaire de mariage de leurs parents. En général, cependant, Ferb est patient, il écoute toujours quand Phineas ou quelqu'un d'autre lui dit de reculer. Donc on ne peut pas vraiment lui retirer beaucoup de points pour ce petit incident. Et juste à côté de son frère en haut du classement, c'est Phineas Flynn. Avant tout, je trouve Phineas bien plus drôle que dans mes souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose chez ce gars qui est à la fois la créature la plus insensible émotionnellement qui existe et l'un des enfants les plus gentils que vous puissiez rencontrer, qui atteint un niveau d'humour que peu d'autres dessins animés ont réussi à atteindre. Suis-je expert en romance ou non? Quoi? Son manque de conscience émotionnelle est la principale raison pour laquelle il se retrouve plus bas que les quelques personnages précédents. Car même s'il ne le fait pas exprès, il cause beaucoup de tourments à Candace et Isabelle, bien que pour des raisons très différentes. Il peut aussi parfois être imprudent avec ses inventions, ce qui a certainement mis le groupe en danger à plusieurs reprises. Phineas reste un super gamin, pensant toujours aux autres avant lui. Qu'elle soit inoffensive, impressionnante ou dangereuse, il invente toujours pour s'amuser et aider les autres à faire de même. Beaucoup des activités de Phineas et Ferb viennent d'un désir d'aider leurs amis et leurs familles à résoudre leurs problèmes, ou simplement d'améliorer leur journée. Phineas agit toujours avec de bonnes intentions, même si le succès varie. Même son ignorance a parfois du bon. Bien que Phineas soit souvent ignorant des sentiments des autres, il perd rarement son sang-froid, sauf lors de quelques réactions compréhensibles envers Candice. Il s'entend avec presque tout le monde, des marginaux aux sœurs grincheuses et aux stagiaires infiltrés. L'un de ses meilleurs amis était d'abord son harceleur. Si ça ne prouve pas les talents de médiateur de ce gamin, je ne sais pas ce qu'il ferait. Il faudra patienter avant de retrouver la Candace que nous connaissons, mais celle de la deuxième dimension vous fera attendre. Comme dans la première dimension, cette Candace est tout aussi tenace et obstinée. La différence, c'est que la Candace de la deuxième dimension combat activement le régime tyrannique du Doofenshmirtz de la seconde dimension, cherchant surtout à protéger ses frères. Je ferai tout pour protéger mes proches. Elle peut certainement se montrer impitoyable parfois, mais vu l'enjeu dans son monde, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Au contraire, cela la rend d'autant plus admirable. Attention, le voilà qui arrive. Docteur Noix de Coco. Enfin Karl, tu n'as rien vu. Blague mise à part, Karl est le stagiaire non rémunéré du Major Monogramme AOK. Mais il est bien plus qu'un simple stagiaire. C'est aussi un gars sympa. Quand il est allé sous couverture pour espionner Phineas et son groupe, il s'est vite intégré à leurs amis et a bien profité du moment. Dans l'épisode de la saison 5 plus qu'un stagiaire, on apprend que Karl cumule 3 emplois à temps partiel pour payer son loyer hors d'Oka, tout en aidant Monogramme à l'agence dès qu'on le sollicite. Dans cet épisode seulement, il a carrément sauvé la vie de l'agent P alors qu'il était sur le point de tomber d'un immeuble. Et ce faisant, il a risqué sa propre vie et sa situation. Karl est bienveillant et travailleur. On espère qu'il prendra soin de lui. Il lui suffit peut-être de tamiser la lumière, fermer les rideaux et danser en soutien-gorge noix de coco. J'en ai trop dit. Après un meilleur joueur d'Alka, voici Monty Monogramme, le fils du Major Monogramme. Monty allie les rêves acrobatiques de son père à ses propres ambitions de justice, développant l'un des styles de combat les plus féroces d'Alka, qu'il utilise toujours pour le bien. Une de ses apparitions marquantes est dans Phineas et Ferb, sauf ban à l'été, où il soutient Karl, devenu leader, et aide, avec Perry et Doofenshmirtz, à empêcher Rodney de provoquer une nouvelle ère glaciaire. Monty semble être un gars sympa dans l'ensemble, que ce soit dans son travail de héros ou lorsqu'il était l'intérêt amoureux de Vanessa. C'est dommage qu'il ait Ferb comme rival, certains sont imbattables. Jeremy Johnson a eu plus de chance. Jeremy obsède Candice, même si elle parle d'affection. En réalité, c'est bien une obsession, heureusement partagée. Jeremy sait toujours s'adapter à la situation. Qu'il s'agisse du béguin obsessionnel de Candice ou de ce que les enfants du voisinage inventent ce jour-là, il est toujours gentil avec les gens. C'est un grand frère attentionné pour Suzy, un employé poli chez Slushy Dog, et il cherche toujours à maintenir la paix. Même lors de la pire apparition de Jeremy, prêt à tricher pour gagner une compétition de danse pour Candice, il a finalement avoué la vérité par conscience.
Quand un gars aussi sympa a 9 personnages devant lui, on peut dire que cette série a vraiment un casting sain. Ensuite vient Stacey Hirano, autre proche de Candice. Être la meilleure amie de Candice doit être épuisant, mais Stacey s'en sort bien et la soutient toujours. Qu'il s'agisse d'aider à piéger les garçons ou de soutenir Candice lorsqu'elle panique, sa gentillesse dépasse leur amitié. Comme Jeremy, Stacey s'entend aussi plutôt bien avec les plus jeunes. Candice a tenté de la recruter contre les garçons pour leur mini-golf, mais elle s'est laissée distraire et a finalement apprécié jouer avec eux. En réalité, elle soutient aussi Alka. Ayant découvert le secret de Perry, elle le garde et en saison 5, elle le sauve du piège mortel à hippopotame de Love Muffin. Le pire que l'on puisse dire à propos de Stacey, c'est qu'elle encourage parfois un peu trop la fixation de Candace sur le fait de dénoncer. Je suis maintenant ses yeux, ses oreilles et sa bouche. En gros, je suis tout son visage. Honnêtement, si votre pire défaut est d'être trop loyal envers une amie, on ne peut pas vraiment vous en tenir rigueur. Baljeet Jinder arrive et il sera sûrement soulagé de ne pas perdre beaucoup de points. Baljeet Jinder est moins bien classé que Phineas, Ferb et Isabella, car il montre parfois de l'égocentrisme, surtout dans l'épisode Les Baljeetals, où il se lance dans le hard rock après avoir appris que son devoir ne serait pas noté. Quand Baljeet Jinder perd son sang-froid, il réagit violemment, comme la plupart des gens. Si ça compte, tu mérites un A+ en rock. Non, ça ne veut presque rien dire. Mais Baljeet peut devenir un vrai super méchant s'il est assez influencé. Comme dans Cranius Maximus, où l'invention de Phineas et Ferb a rendu Baljeet si intelligent qu'il menaçait l'humanité en se croyant supérieur. Comme pour les filles du feu de camp, nous ne lui retirerons pas beaucoup de points pour cela, puisque ses actions étaient principalement dues à l'influence de l'invention. Vu l'ampleur de son plan, il faut admettre que Baljeet a clairement un potentiel pour le mal. Ensuite, l'iconique musicien synthé des années 80, Max Modem, sera aujourd'hui appelé Lawrence Flynn Fletcher. À la différence de Linda, qui ne remarque jamais les inventions de Phineas et Ferb, Lawrence sait que ses fils sont de brillants inventeurs. La particularité, c'est que contrairement à Candice ou Linda, cela ne le dérange pas vraiment. Il apprécie leurs inventions, qu'il s'agisse d'aider Candice à se garer dans une arène de Monster Truck ou de profiter de la bibliothèque qu'il crée pour lui dans la saison 5. Le pire à dire sur Laurent est similaire à ce qu'on dirait de tout père à la télévision. Genre, waouh, il a oublié l'anniversaire de mariage de sa femme une fois. Bienvenue au club, comme presque tous les autres pères de dessins animés qui existent. Ce n'est toujours pas parfait, mais avec l'aide des enfants, il s'est rattrapé. Il ferait tout pour Linda. Dans cet épisode de Max Modem, il crée une identité de pop star avec les enfants pour impressionner Linda. Laurent est un bon parti. Voulez-vous entendre ses histoires de pêche? Elle débute sous l'ère de Charlène Doofenshmirtz, personnage secondaire mais tout de même mentionné. Quand on entend le mot divorce, on pense à des rancunes amères et à des sentiments blessés. Avec Charlène et Heinz, ce n'est pas du tout le cas. Ils voulaient littéralement juste des choses différentes dans la vie et ils ne semblent pas du tout avoir de ressentiment l'un envers l'autre. Ils restent proches amis, Charlène défendant souvent Heinz face aux accusations de Vanessa qu'il qualifie de méchant. Ton père n'est pas méchant, nous ne nous entendions tout simplement pas. Ironiquement, même si Vanessa semblait avoir raison, Charlène l'était davantage, car Doof est devenu gentil à la fin de la série et avait un bien plus grand cœur qu'il ne le montrait au début. Pour avoir vu le bon côté de son ex-mari et être une mère bienveillante, nous accordons de nombreux points à Charlène. Se faufilant directement à la place suivante, voici Love Handle, un groupe qui fait de nombreuses apparitions tout au long de la série. Ces deux-là ont favorisé l'amour entre Linda et Laurent, et dans Mec, on reforme le groupe. Ils ravivent la romance du couple en se réunissant pour jouer à l'anniversaire. Le pire que l'on puisse dire sur Love Handle, c'est qu'ils peuvent parfois être un peu égocentriques. Surtout Bobby, mais au final, ce sont des gens assez terre-à-terre et gentils, du moins pour des célébrités. Clyde et Betty Jo Flynn arrivent ensuite avec d'autres personnes. Ce couple est les grands-parents de Phineas et Ferb, et comme tout bon grands-parents, ils s'amusent avec leurs petits-enfants et la famille. Ils n'ont pas de défauts majeurs, sauf ceux des personnes âgées comme de petites rancunes ou parfois de la distraction. Reginald, Winifred Fletcher et moi appartenons à la même catégorie, mais il y a encore moins de questions morales ici. Nous approchons de la fin de notre section consacrée aux personnages purement bons, alors parlons de Pierre le Panda. Pierre est surtout connu comme le briseur de ménage de l'épisode « C'est une question de temps », jouant la némésis secondaire de Doofenshmirtz. Contrairement à Perry, Pierre manquait de patience pour les pitreries de Doof. Plutôt que d'écouter, il utilisa le monologue de son rival pour désactiver son innateur, blessant ainsi Doof. Cela montre que Pierre est moins sensible que Perry, mais il n'est pas maléfique puisqu'il faisait seulement son travail. Il tente plus tard de se réconcilier avec Doof et Perry malgré leurs précédentes disputes. Plus particulièrement dans Meeples à Seattle, Pierre retrouve Doof dans un café et essaie de lui offrir un café, aidant finalement le groupe à sauver Doof et à arrêter Mitch.
Plus tard, on découvre qu'il pourrait y avoir une raison pour laquelle Pierre passe directement à la partie où il contrecarrait les plans. Le professeur Mystère, son ennemi juré, ne lui révèle jamais son histoire ni ses plans. Grâce à l'aide de Doof pour ses problèmes de communication, Mystère échange plus avec Pierre, ce qui pourrait permettre à ses ennemis amoureux d'entamer une relation amoureuse plus saine. Ajoutez ses exploits avec les Oka, et vous avez un personnage au palmarès bien supérieur à nos attentes en début de vidéo. Pour compléter notre liste de personnages entièrement bons, nous avons Linda Flynn Fletcher. En apparence, Linda est une femme parfaitement gentille. Elle soutient son mari et ses enfants ainsi que leur centre d'intérêt, les aimant inconditionnellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle est également généralement gentille avec les autres, ayant de nombreuses amitiés saines et un véritable respect envers ses fans de l'époque où elle était une star de la pop. Alors pourquoi est-elle classée aussi bas? Nous remettons à Linda la médaille du centre Darwin, non pas parce qu'elle est stupide, mais parce qu'elle est ignorante. Par exemple, Candace peut être mesquine, mais à force d'appeler sa mère chaque jour pour les bêtises de son frère, Linda devrait être plus attentive au comportement de ses enfants, non? Linda ne fait pratiquement pas confiance à sa fille. Même si Candace manque souvent de chance et ne peut jamais prouver ses dires, Linda ne cherche jamais à en savoir plus, montrant ainsi qu'elle ne prend pas au sérieux l'anxiété réelle de sa fille. Heureusement, dans la nouvelle version, même si Linda reste désespérément ignorante, elle fait au moins en sorte que Candace voit un thérapeute, et elle est vraiment heureuse de voir les progrès qu'elle fait. Peu importe qu'elle prenne sa fille au sérieux ou non, elle l'aime réellement. Dans l'un des épisodes sur le voyage dans le temps, lorsque Linda découvre que Candace disait la vérité depuis le début, elle s'excuse sincèrement de ne pas l'avoir cru, prouvant ainsi, encore une fois, qu'elle n'est pas méchante, juste ignorante. Son fort sens de l'amour familial suffit à garder Linda du bon côté. Abordons à présent les personnages à la boussole morale plus instable, la fameuse zone grise. Parlons d'abord de Ford Van Stom, un personnage que nous avons trop critiqué la dernière fois. D'abord présenté comme un tyran, Buford est vite devenu l'un des meilleurs amis de Phineas et Ferb. Durant la première saison, il évolue d'antagoniste simple à un personnage complexe. Buford a commencé à intimider après que son ami, le poisson Biff, ait failli être mangé par un enfant plus grand. L'intimidation de Buford est simplement un mécanisme de défense. Une fois qu'il commence à faire confiance à Phineas, Ferb et aux autres enfants, ses tendances à l'intimidation passent lentement au second plan. Même s'ils taquinent Baljeet, c'est juste leur manière de s'apprécier, car leur affection est évidente. Il a même un code d'honneur auquel il tient, devenant le serviteur loyal de Baljeet après que ce dernier lui a sauvé la vie. Je ne penserai qu'à Balji, vidant mon esprit du reste. Eh bien, c'était facile. Buford reste honnête, même en tyran, mais il s'adoucit au fil de la série. Il doit encore rembourser sa dette. Au retour de la série, Buford n'est plus un tyran, mais juste un ami costaud et un peu étrange, toujours prêt à aider. Qu'il s'agisse de simuler une situation de vie ou de mort pour aider Baljeet à perfectionner ses talents d'acteur, ou d'utiliser ses mystérieux moules en cire de ses amis pour aider Candace dans son expérience de dénonciation. Encore une fois, 2 pièces de 5 centimes. Pourquoi as-tu un moule de Candace? J'ai des moules grandeur nature de tous mes amis. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Pour une raison inconnue, Buford gère les emplois du temps de Baljeet et de la mère de Phineas et Ferb, ce qui demeure un mystère. Ce n'est pas seulement un tyran, c'est aussi un enfant cherchant des amis pour se sentir en sécurité et s'adoucir. Oh oui, il faut aussi lui remettre la médaille du centre de la gourmandise. Ce gars veut vraiment ce jacuzzi en pain, mais pas autant que Candace Flynn veut coincer ses frères. Comme pour Buford, nous avons été trop durs avec Candace la dernière fois, mais comme elle est dans la zone grise, on devrait commencer par ses défauts. En réalité, tu es une grande sœur obsédée par piéger ses frères et ses béguins. Candace est l'une des principales antagonistes de la série, et c'est pour une bonne raison. Peu importe ce que Phineas et Ferb font, Candace est déterminée à les coincer. En apparence, elle semble très mesquine et mal intentionnée, ce qui est parfois vrai. Mais en regardant de plus près ses actions, on se rend compte qu'elle n'est pas simplement une antagoniste unidimensionnelle. Réfléchis-y, Linda ne croit jamais Candace à propos de ce que Phineas et Ferb sont en train de faire. Si tu devais convaincre ta mère que tu n'es pas un menteur instable, mais plutôt quelqu'un d'instable qui dit la vérité, n'irais-tu pas parfois trop loin aussi ? De plus, Candace a souvent renoncé à des occasions délibérées de dénoncer ses frères pour faire ce qui est juste. Dans l'épisode où elle devient maître nageuse, Candace a des preuves de l'existence du monstre du lac Nose. Mais après avoir vu à quel point Phineas et Ferb sont tristes, elle se rend compte qu'ils essayaient seulement de la protéger. Et elle jette complètement les preuves. Nous sommes fiers de ta sœur. Dans Meeples à Seattle, elle sacrifie son téléphone rempli d'enregistrements pour empêcher Mitch de s'échapper. Et rien que dans le premier épisode de la saison 5, elle aide les enfants à sauver Linda d'être évaporée en brume. Waouh, énorme crotte. Candace est aussi dévouée à ses amis et à son petit ami. Même si elle les met parfois de côté, pour se consacrer à ses tentatives de dénonciation, elle finit toujours par se rattraper.
Ah oui, le centre du désir, le métal d'ailleurs, je pense qu'on n'a même pas besoin d'expliquer celui-là. Pour faire court, Candace a beaucoup plus de qualités que de défauts. On l'aperçoit souvent comme une adolescente capricieuse. Mais malgré quelques tendances, cela n'enlève rien à tout le bien qu'elle a fait dans la série. Qui n'a jamais déchiré accidentellement le continuum espace-temps? On est d'accord, non? Après Candace, une autre ado aime dénoncer. Vanessa Doofenshmirtz. La fille du docteur Doofenshmirtz est une adolescente gothique qui possède la plupart des caractéristiques associées à ce style. Elle est souvent gênée par ses parents et agit parfois superficiellement, bref des choses normales d'adolescente. Ce qui n'est pas normal, c'est de gérer les frasques d'un père scientifique maléfique et d'expliquer à une mère bien intentionnée mais ignorante ce qui se passe réellement. Elle veille toujours sur lui, et dans le dernier épisode avant le retour, on a compris pourquoi. Elle a compris avant tout lui-même que sa méchanceté n'était pas vraiment quelque chose qu'il voulait faire, mais plutôt sa façon de faire face aux abus qu'il avait subis toute sa vie. Ces mots ont amorcé le lent cheminement de Doof du mal vers le bien, ce qui valorise Vanessa comme bonne fille. Cependant, nous devons lui enlever des points pour avoir pris une poupée à une fillette. Oui, nous savons que cette poupée venait de son père, mais pour la fillette, c'était juste un jouet offert par sa mère. Hormis l'aspect sentimental, c'est une grave tâche sur un dossier sinon impeccable. Ensuite, il y a Irving, le prétendu plus grand fan de Phineas et Ferb. Je suis Irving. Je suis votre plus grande fan. D'accord, même si Amalie soi-disant est exact, je pense qu'il a mérité ce titre. Irving apparaît parfois sans raison. Il n'est pas particulièrement proche des autres enfants et il semble juste s'incruster sans invitation à certains endroits. Son obsession pour les garçons et son absence de limites sont inquiétantes, mais compréhensibles puisqu'il s'agit d'un enfant. Toujours prêt à aider le groupe, il cherche juste un peu d'attention et d'inclusion. Aussi étrange et inquiétant soit-il, Irving n'est pas un mauvais gamin, je crois juste qu'il a besoin d'un câlin. Je n'arrive pas à croire que notre scénariste ait laissé un espace vide dans ce script. Il pensait vraiment qu'une idée valable allait tomber du ciel? Oh, ce n'est pas sur la page suivante. Le fermier et sa femme sont probablement ce qui se rapproche le plus de personnes, totalement neutres, que cette série puisse offrir. À chacune de leurs apparitions, le fermier fait un achat impulsif qui change complètement leur mode de vie pour essayer de lancer une nouvelle affaire, puis sa femme s'énerve à juste titre, et au final, ce dont ils ont besoin finit toujours par tomber du ciel. C'est peut-être devenu un rituel, mais cela a sûrement créé de la tension entre eux. Cette scène où le fermier dit avec tristesse « Tu n'as jamais cru en moi ». Trop réel, il l'a dit avec sincérité. Offrez-leur une thérapie de couple, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons... Je suis désolé, c'est une énorme tête de bébé flottante. Elle flotte. C'est une tête de bébé. Aucune de ces choses n'est mauvaise, non? On peut passer à autre chose? Il commence à me faire peur. Regardons quelque chose de moins inquiétant qui flotte. Balloon. Le meilleur ami d'enfance de Doofenshmirtz est un ballon avec un visage humain étrangement réaliste dessiné dessus. Il l'utilise pour passer chaque jour ensemble jusqu'au jour où Balloony s'est envolé. Il a été recueilli par Mitch, le pire ennemi de Meep, devenant son serviteur et trahissant son ancien ami. Mais rassure-toi, il a trouvé la rédemption dans le deuxième épisode de Mime en changeant de camp à la dernière seconde, sauvant Doofenshmirtz des soldats robots de Mitch et risquant sa vie. Petite parenthèse mec, j'adore cette série. Je viens de lire une analyse sur un ballon pas toujours conscient. Abordons un autre personnage conscient, Albert. Albert est le grand frère d'Irving, et c'est en gros le genre de gars qui tire toutes ses compétences sociales de Reddit. Chaque fois qu'il apparaît, il taquine soit son frère parce qu'il a des centres d'intérêt différents, soit il promet désespérément d'aider des filles au hasard, dans l'espoir qu'elles le remarquent. Je lui ai donné mon travail de geek. Dans l'épisode Les geeks d'une même plume, Albert déclare la guerre à Irving lors d'une convention, mettant ainsi en danger des enfants simplement pour leur goût cinématographique. Ce n'est pas un monstre, mais il manque de vraie qualité, donc nous l'avons placé assez bas. Étonnamment, le major Francis Monogram, chef de l'Oka, se retrouve en bas de la zone grise. Monogram mérite d'emblée beaucoup de crédit pour sa bonne volonté envers l'humanité. C'est grâce aux agents travailleurs de l'Alka que l'incroyable nombre de savants maléfiques dans cet univers n'a pas pris le contrôle de tout. Et nous devons lui tirer notre chapeau pour cela. Malheureusement, son traitement des employés ne lui rapporte pas beaucoup de points. Il taquine sans cesse Carl, passant de remarques passives à des insultes directes. Bien que Carl soit stagiaire non rémunéré, Monogram le remercie rarement. Je ferais mieux de vérifier mes emails. Dans l'épisode Plus qu'un stagiaire, il lui donne souvent des ordres hors travail, alors que Carl a déjà 3 emplois à temps partiel. Monogram ne croit même pas Carl jusqu'à ce que Carl lui livre sa pizza. Et même s'il se réconcilie avec lui après avoir réalisé à quel point Carl travaille dur, cela révèle qu'en général, Monogram a tendance à prendre beaucoup plus qu'il ne donne aux gens qui l'entourent. Il reçoit la médaille du centre de l'avidité car il a seulement validé le stationnement de l'agent P dans l'épisode mentionné. Il refuse aussi sans cesse des congés à l'agent P, le contactant même pendant son sommeil ou ses vacances.
Le mal ne dort jamais, mais tes agents doivent en se reposer. Son cœur est sans doute plus mécanique que la moyenne, mais Norm n'est pas sans cœur, c'est juste un robot. Ce n'est pas que Norm ne fait pas grand-chose, c'est qu'il ne fait pas grand-chose de sa propre volonté. Norm agit presque toujours pour exécuter les ordres de Doofenshmirtz, visant souvent à contrôler la région des 3 États. Il est capable de lancer des pics quand il en a envie, donc il y a ça. Il faut noter que Norm, malgré ses défauts, reste très loyal envers son maître. Même après que Doofenshmirtz l'insulte et le rabaisse régulièrement, il est toujours prêt à l'aider en cas de besoin lorsque la situation l'exige. Doof étant désormais gentil, on sent que Norm va aussi changer. C'est d'ailleurs le moment tant attendu. Parlons maintenant non du scientifique maléfique, mais du moralement ambigu Heinz Doofenshmirtz. Doofenshmirtz n'a pas besoin d'être présenté. Il vole absolument chaque scène dans laquelle il apparaît, que ce soit avec ses histoires tragiquement comiques ou ses inventions mesquines et impitoyables. Doof complote sans cesse pour semer le chaos avec ses inventions, jusqu'à insulter une baleine qui lui a volé sa petite amie. Je viens juste d'insulter la recette de macaroni au fromage d'une baleine. A des plans aussi dangereux que de tout vaporiser dès qu'il est contrarié. Ou bien sûr, essayer de prendre le contrôle de la TRI région. Oui, en résumé, Doof veut ce qu'il veut, mais ses méthodes mettent les gens en danger constant. Heureusement, Doofenshmirtz a beaucoup plus de bon que de mauvais dans son cœur. Sa fille Vanessa l'exprime le mieux. Doofenshmirtz fait semblant d'être méchant, mais il est gentil. Ses inventions ne visent presque jamais à nuire. Elles sont simplement faites, soit pour régler ses comptes avec quelqu'un qui lui a fait du tort, soit pour rendre sa vie plus facile. Il y a des limites qu'il ne franchira jamais. Dans Phineas et Ferb sauvent l'été, Doofenshmirtz tourne le dos aux autres membres de Love Muffin lorsqu'il menace de plonger le monde dans une ère glaciaire, aidant finalement à encourager le Major Monogramme et à vaincre les véritables scientifiques maléfiques une bonne fois pour toutes. Doofenshmirtz n'est pas seulement non maléfique, il est vraiment bienveillant. Il entretient une amitié saine avec Perry, l'ornithorynque, partage ses traumatismes et apprécie leurs affrontements. Sans parler du fait qu'il fait de son mieux en tant que père pour Vanessa, allant souvent trop loin pour s'assurer qu'elle ait une meilleure enfance que la sienne. Il ne faut pas grand-chose pour avoir une meilleure enfance que Doof, mais au fond, il est évident que Doof est guidé par ceux qu'il aime le plus. Même dans la reprise, lorsque Doofenshmirtz revient à ses habitudes plus ou moins maléfiques, il reste malgré tout un type bien. Quand il aide son collègue scientifique, le docteur Diminutif, à capturer Perry, il est horrifié lorsque Perry est placé dans un piège mortel. Finalement, il aide Stacy à sauver Perry de ce piège et va même jusqu'à s'excuser auprès de son ennemi juré. Dans le nouveau spécial MIP, il sauve Balloony et Perry des soldats de Mitch et appelle Perry son ami. Essayons de sauver mes amis, moi le maniaque. Tu peux fuir, Doof, mais ton bon cœur te rattrapera. Par respect, nous remettrons à Doofenshmirtz la médaille du centre de la colère, car quelqu'un avec des rancunes aussi précises la mérite, et nous n'en avons pas fini avec la famille Doofenshmirtz. Ensuite, nous avons Bubba Doofenshmirtz, le cousin de Heinz. C'est un nouveau personnage récurrent introduit dans la 5e saison. J'espère qu'il reviendra. Ce type était hilarant. Juste entendre Doofenshmirtz avec un accent du Sud, c'est déjà drôle. Regardez ma nature de castor. Même si Bubba n'est pas un citoyen modèle, loin de là, puisqu'il prend un peu trop de plaisir à cuisiner ce fichu canard, il a tout de même été assez poli pour en offrir à ses invités, le Major Monogramme et Carl. Bubba veut contrôler la région des 3 marais, ce qui le rend aussi peu menaçant que Heinz. Contrairement à Heinz, on ignore s'il reste à découvrir sur Bubba. En attendant son retour, il reste en bas de notre catégorie intermédiaire. Pour compléter la zone grise, il y a le frère de Doof, Roger Doofenshmirtz. J'ai trouvé cette zone très amusante. Nous avons commencé avec 2 personnages envers qui nous avons été trop sévères la dernière fois, et nous terminons avec un personnage envers qui nous avons été beaucoup trop indulgents. Soyons clairs, nous ne reprochons pas à Roger d'avoir été favorisé par ses parents. En revanche, nous lui reprocherons la façon dont il méprise son frère adulte. En tant que maire de Danville, Roger pourrait aider son frère bien plus qu'il ne le fait réellement. Que ce soit en l'arrêtant pour ses crimes ou simplement en lui apportant de l'aide pour l'empêcher de les commettre dès le départ. En réalité, Roger et Heinz n'interagissent que quand Roger cherche à rejeter sur Heinz la responsabilité d'une mauvaise publicité. Dans L'Oiseau, quand Kakapoupou a attaqué Danville, Roger a montré sa lâcheté en fuyant son poste et laissant Doof encaisser. Roger, habituellement lâche et égoïste, a fait une exception en utilisant des fonds municipaux pour réparer une peinture de Heinz qu'il avait accidentellement tachée. Il a même utilisé des fonds municipaux, ce qui ressemble à un détournement de fonds. Eh bien, ces 20 années ont été bien utilisées. Mélanie, quel est mon prochain rendez-vous? Mais même si Roger est un crétin, il n'est pas tout à fait foncièrement mauvais, et il est indéniable que ses mauvais penchants viennent surtout du fait que ses parents l'ont trop gâté et favorisé. Sur ce, nous passons à la catégorie finale, réservée uniquement aux méchants les plus odieux de Phineas et Ferb. Il n'y en a pas beaucoup, mais croyez-moi, il y en a quelques-uns. Voici les pires méchants.
Dink Winkerson domine cette catégorie. Bien qu'il paraisse un simple journaliste, j'avais complètement oublié son retour en saison 5. Il s'avère être le célèbre voleur de maman, ce qui est... Je n'expliquerai pas, c'est dans le nom, il vole des mamans, c'est mal. Aussi appeler son enfant Cacapoupou, c'est mauvais. Comme si avoir un nom aussi malheureux ne suffisait pas, Cacapoupou semble aussi avoir une sacrée poisse, n'ayant jamais eu une seule bonne journée dans sa vie. Ce qui, étant donné qu'il est marié, te fait vraiment te demander pourquoi il est marié. Tu es encore là-dedans, en train de te plaindre de ne jamais avoir une bonne journée dans ta vie? Même si le jour de son mariage n'était pas heureux, qu'est-ce que ça change? Difficile de reprocher à une personne malheureuse d'en vouloir au monde, sauf quand elle construit des robots géants pour terroriser des innocents. Même sans blâmer la victime, je pense qu'il empire sa situation en restant avec une femme qui le harcèle et lui lance des chaises en permanence. Juste une réflexion, merci. Ensuite, ok, baisse un peu la caméra. Voilà, c'est bon. Docteur Diminutif, collègue de Doofenshmirtz chez Love Muffin. Nous le mentionnons parmi tous ses autres collègues parce que c'est l'un de ceux qu'on a le plus vu, et ce ne sont pas que des blagues sur sa taille, mais surtout des blagues sur sa taille. Je viserais plutôt sa voix à la Ben Shapiro, mais c'est mon avis. Dans tous les cas, Diminutive est comme tous les autres membres de Love Muffin dans le sens où c'est un vrai scientifique maléfique, ce qui permet de montrer à quel point Doofenshmirtz ne l'est pas vraiment. Dans l'épisode Agenté pour Teen, il a aidé Doofenshmirtz à capturer Perry, mais en réalité, il l'a attiré dans un piège mortel avec des hippopotames, sans que Doof le sache. Oui, pas des requins, des hippopotames. En fait, les hippopotames sont bien plus dangereux. Il était prêt à perdre des points juste parce que les hippopotames étaient plus dangereux statistiquement. Voilà du dévouement pour son art. Juste au-dessus du bottom 5, il y a Susie Johnson, sœur de Jérémy. En fait, on sous-estime sûrement cet enfant démoniaque. Elle joue l'innocente devant Jérémy, mais Susie n'est pas gentille. Elle est déterminée à garder Jérémy pour elle, peu importe les moyens, sabotant sans cesse Candace avec tous les plans tordus qu'elle peut imaginer. Cela va de ruiner ses tenues à faire mordre Candace par des chiens, voire mettre des écureuils dans son pantalon au parc. On pensait lui accorder du répit à cause de son âge et parce que Suzy se dit en pause quand Jérémy n'est pas là. Donc elle ne torturera pas Candace sans lui. Mais ensuite, on s'est souvenu qu'elle avait révélé, sans gêne, que ses plans pour garder son attention sur elle ne servaient qu'à le manipuler pour qu'il fasse tout ce qu'elle veut. Suzy mérite clairement la médaille du centre de l'envie. Petite mais manipulatrice et impitoyable, elle figure bas sur notre liste. As-tu vu à quel point Buford était horrifié rien qu'à l'idée d'elle? Efface l'horreur. Mitch, l'ennemi juré de Mip, arrive ensuite. Ce type était notre médaillé d'or la dernière fois, mais nous avions oublié quelques méchants. Notre avis sur Mitch reste inchangé. Cet homme vit du braconnage d'extraterrestres venus d'autres galaxies, ce qui pose déjà problème. Mais il y a aussi le fait qu'il a des ambitions de conquérir l'univers en utilisant le pouvoir de la mignonnerie, et il s'en est parfois dangereusement approché. Il n'hésite pas non plus à menacer de tuer ses sbires s'ils ne sont pas d'accord avec lui, ou même simplement s'il pose trop de questions. Rien de positif à dire sur Mitch, il est juste moins horrible que les précédents personnages. Ce prochain gars ne devrait pas compter, car il n'est apparu que dans un rêve, mais il fallait mentionner le sergent instructeur de Phineas, et Ferb se font pincer. C'était l'un des épisodes spéciaux les plus marquants de la série, introduisant un sergent instructeur terrifiant dont le but est d'éliminer toute créativité chez les enfants pour éviter qu'ils ne posent ainsi problème à leurs parents. En termes simples, ce type torture littéralement les enfants, leur maintenant les yeux ouverts pour les forcer à regarder de la propagande, les mettant à l'isolement pour comportements non conformes et étant globalement un sale type abusif, fier de détruire la joie et l'innocence de l'enfance. Tu as vraiment réussi à les transformer en ça. Oui, c'est vrai. C'est l'une des choses les plus maléfiques que tu puisses faire. Honnêtement, si ce type existait, il serait sans doute le personnage le plus maléfique de l'univers. Quoi qu'il en soit, les 3 derniers méchants qui existent réellement en dehors des séquences de rêve méritent un peu plus de crédit, si vous voulez notre avis. Pour notre médaille de bronze du mal, nous avons Alois von Rodenstein. Mais appelez-le simplement Rodney, c'est plus facile. Après son arrestation, il ne s'en plaindra pas de sitôt. Même s'il n'y a pas grand-chose qui distingue Rodney des autres membres de Love Muffin au début, à part sa voix amusante, ne vous y trompez pas, ce type est bien plus menaçant que Doof n'aurait jamais pu l'imaginer. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un compliment. Dans Phineas et Ferb sauvent à l'été, lorsque Doof tente d'éloigner la Terre du Soleil pour que sa crème solaire fonctionne, Love Muffin décide de profiter du changement climatique qui en résulte à leur avantage. En particulier, Rodney décide de donner un ultimatum aux gens. Soit ils répondent à leurs exigences, soit il plongera le monde dans une nouvelle ère glaciaire. Les dirigeants mondiaux cèdent rapidement à toutes les demandes des méchants, sauf pour les bretzels. Cependant, à cause de leur incapacité à livrer des bretzels, Rodney a décidé qu'il était temps d'envoyer la Terre suffisamment loin pour condamner l'humanité à une nouvelle ère glaciaire. Pas de bretzel. Pas d'accord. Je sais ce que vous pensez.
Pourquoi Rodney ferait-il ça, sachant que cela le tuerait, lui et ses alliés? Rien n'a marché. Certains veulent juste voir le monde tourner, ou geler ici. Mais souvenez-vous, quand j'ai dit que Rodney était plus odieux que Doof ne pourrait jamais rêver de l'être. Tu devrais t'en souvenir, c'était il y a 1 minute. Mais nous nous sommes trompés, car dans la deuxième dimension, Heinz Doofenshmirtz obtient la médaille d'argent du mal. 2D Doof a perdu son train, jouet bien aimé quand il était enfant. Ce qui l'a fait sombrer dans une descente de pure méchanceté. C'est tout? Doof n'a même pas réussi à contrôler la région des 3 États. Il a imposé une domination stricte fondée sur la peur, plongeant les gens dans la terreur pendant des années. Il n'hésite pas à nuire aux enfants pour ses objectifs, mais il n'est pas totalement mauvais, car même ce Doof est ami avec Perry. Il a seulement dû battre Perry et devenir un cyborg fait pour le servir. Autrefois mon ennemi juré, il est aujourd'hui le général de mon armée. Ce qui honnêtement est en fait pire que ce que Killium aurait fait, donc finalement, peu importe. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Ou peut-être pas, parce que c'est une pensée très spécifique. Dans Phineas et Ferb, Quantum Boogaloo, un futur alternatif montre Doofenshmirtz contrôlant la région des 3 États et imposant que tout soit lié à lui par la loi. Même si c'était maléfique, la plupart des décrets de Doofenshmirtz étaient juste mesquins et absurdes, comme appeler tout le monde Joe pour éviter de retenir trop de prénoms. En revanche, Double D Doofenshmirtz fait carrément tuer, lobotomiser ou brutaliser les gens pour la moindre infraction. Ce type Sabado, c'est Doofenshmirtz, sans presque aucune compassion et 10 fois plus maléfique, mais au moins, il a accepté de céder une fois qu'il a récupéré son petit train. Peu importe votre avis sur les Doofenshmirtz, on s'accorde à dire que leurs parents méritent le marche sur un Lego Inator. Sérieusement, il n'y a absolument aucune ambiguïté ici. Même avec tous les différents méchants menaçant le monde que l'on voit tout au long de la série, il n'y a jamais eu un seul moment où nous avons sérieusement douté de leur place. Les parents de Doof sont tellement méchants qu'ils donnent à leur propre fils une histoire différente chaque semaine. Ils l'ont forcé à rester dehors par tous les temps déguisé en nain de jardin, ont montré une préférence évidente pour son frère et ont rabaissé et humilié Doof. Ils n'ont même pas assisté à sa naissance. Ses parents sont si horribles qu'ils ont ignoré leur fils, enfreignant les lois de la nature. Tout ce que les parents de Doof ont fait lui a causé une grande misère, et toutes ses tentatives pour gagner leur cœur ont échoué. Par exemple, il a tout dépensé pour un ours en peluche dans le quartier des machines à pince. Quand il l'a fièrement offert à sa mère, elle, devant lui, s'il vous plaît, l'a donné en cadeau à Roger. Écoute, on pourrait dire qu'ils aimaient Roger puisqu'il était un prodige et tout ça, mais ça ne change rien pour nous. Le fait est qu'ils l'ont constamment abusé émotionnellement, négligé, et carrément mis en danger leur fils pendant toute son enfance, au point qu'il a même dû être élevé par des oslots à un moment donné. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas commencer à défendre. Et non, Madame Doofenshmirtz, le fait qu'il soit mauvais au ballon chasseur n'est pas une excuse pour négliger votre fils. Toutes les autres personnes dont nous avons parlé dans cette catégorie sont soit un peu folles, soit avaient quelques qualités rédemptrices, mais ces deux-là sont pourris jusqu'à la moelle et nous n'avons aucun scrupule à leur décerner la médaille d'or du mal. Vous deux, Schnitzel, parents de Doof, quelle honte!